Voilà l'oligarque russe que même Vladimir Poutine ne peut contrôler. Tandis que d'autres étaient exilés, empoisonnés ou humiliés publiquement, cet homme agissait silencieusement et gardait chaque dollar. Il a bâti son empire derrière des murs biométriques, des banques cryptées et des armées privées fidèles à aucun drapeau. Poutine a tenté de le rattraper, mais plus il exerçait de pression, plus cet oligarque devenait invisible. Pourtant, il n'était pas le seul à s'enrichir au-delà de tout contrôle. Car avant d'aborder l'oligarque qui a complètement échappé à l'emprise de Poutine, il faut s'intéresser aux hommes les plus dangereusement riches de Russie. À commencer par le magnate de l'acier qui a perdu 10 milliards de dollars du jour au lendemain et qui s'en est pourtant relevé plus fort que jamais. 10. Alisher Ousmanov. Il n'était pas seulement un magnate de l'acier, il était le parrain financier de l'industrie post-soviétique. Un homme qui n'a pas attendu que le système se stabilise, il l'a soumis à sa volonté. Au début des années 2000, Alisher Ousmanov s'était positionné au cœur de presque tous les grands tournants industriels en Russie. Dans l'acier, il détenait une participation majoritaire dans Metallo Invest. Dans les télécommunications, il a soutenu Megafon, l'un des plus grands réseaux mobiles de Russie. Une grande entreprise technologique, il a misé très tôt sur Facebook et a profité de son introduction en bourse pour atteindre des milliards. Même l'Occident ne pouvait l'ignorer, le gouvernement britannique lui a accordé un permis de séjour et il est devenu un actionnaire majoritaire du club de football d'Arsenal. À son apogée, son empire était évalué à plus de 19 milliards de dollars, s'étendant sur plusieurs continents, secteurs et juridictions cachées. Mais ce qui différenciait Ousmanov, ce n'était pas l'ampleur de sa fortune, mais son implication profonde dans l'État russe. Il opérait comme un ministre des Finances fantôme, facilitant les transactions, blanchissant l'influence et protégeant les décisions les plus controversées du Kremlin sous des couches de légitimité commerciale. Ainsi, lorsque les sanctions de 2022 ont frappé, le monde a supposé que les dommages seraient permanents. Des yachts ont été saisis, des hôtels particuliers ont été gelés, des comptes suisses ont été signalés. L'UE, les États-Unis et le Royaume-Uni l'ont qualifié de mandataire du Kremlin et ont tenté de l'effacer de la scène financière mondiale. Mais la suite des événements a provoqué une onde de choc dans les milieux du renseignement. Ousmanov n'a pas contesté publiquement les sanctions, il a disparu. Il s'est retranché dans un réseau de trusts offshore, de holdings de premier plan et d'une flotte d'agents d'exécution privés, ce qui rendait impossible de déterminer précisément ce qu'il possédait encore, ni même où il se trouvait. Son yacht Dilbar, d'une valeur de 600 millions de dollars et autrefois le plus grand du monde en termes de volume, a été saisi en Allemagne. Mais même alors, les enquêteurs ont admis qu'ils n'avaient pas pu prouver à qui il appartenait réellement. Le navire était immatriculé auprès d'une société écran à Malte, détenue par un trust au Liechtenstein et gérée par une société à Dubaï. Même si son nom disparaissait des registres publics des actifs, son empire ne montrait aucun signe de déclin financier. En réalité, des filiales clés ont discrètement changé de main, ont été confiées à des administrateurs indépendants ou ont été délocalisées vers des pays qui ont ignoré les sanctions occidentales. En coulisses, des sources internes affirment qu'Ousmanov a bâti une réalité financière parallèle, une réalité qui ne repose pas sur la visibilité, mais sur une obscurité juridique absolue, et ce, pour protéger cette forteresse. Il aurait déployé une société de sécurité privée d'élite composée d'anciens membres du GRU, du Mossad et du MI6. Non seulement pour sa sécurité physique, mais aussi pour la guerre de l'information, la défense de ses actifs et les manœuvres géopolitiques. Il ne se contentait pas de survivre à l'effondrement de son empire public, il prospérait grâce à lui. Mais son évasion n'était pas la plus audacieuse de la liste, car l'oligarque suivant n'a pas seulement protégé sa fortune, il l'a transformée en une forteresse flottante de 500 millions de dollars, alimentée par le charbon, la technologie et la peur. 9. Andrei Melnichenko. Il a transformé l'engrais en fortune et la fortune en forteresse. Andrei Melnichenko ne vient pas du pétrole ou du gaz, il vient de la chimie, secteur peu prestigieux mais essentiel de l'agriculture mondiale. Son entreprise, Eurochem, est devenue discrètement l'un des plus grands producteurs d'engrais au monde. Son deuxième géant, SUEK, dominait le charbon. Et à partir de ces deux piliers, Melnichenko a bâti un empire de plus de 18 milliards de dollars. Mais il ne l'a pas affiché avec des penthouse ou des palais. Il a construit quelque chose de bien plus déconcertant. Le voilier A, un monolithe de 500 millions de dollars en fibre de carbone, au design furtif, long de près de 144 mètres, équipé d'une technologie généralement réservée aux navires de guerre.
Il semblait tout droit sorti d'un futur dystopique, car c'était précisément pour cela qu'il avait été conçu. À bord se trouvèrent des systèmes anti-drones, des brouilleurs de radar, un moteur hybride diesel-électrique avec mode silencieux, des capsules de sauvetage et l'un des protocoles de sécurité biométrique les plus avancés jamais installés sur un navire civil. Il ne se contentait pas de flotter, il se dissimulait. Et lorsque les sanctions sont arrivées en 2022, il a prouvé son efficacité. Les autorités se sont empressées de saisir ses biens, mais le yacht avait déjà disparu. Les balises AIS étaient désactivées. L'imagerie satellite n'a pas permis de confirmer sa position. Plusieurs ports ont nié l'avoir jamais amarré, et certains ont même prétendu ignorer son existence. Les enquêteurs européens ont tenté d'en imposer la propriété par des moyens détournés, mais Melnychenko avait démissionné de manière préventive de son statut de propriétaire effectif, quelques jours seulement avant l'annonce des sanctions. Le navire était désormais contrôlé par une fiducie. Cette fiducie était gérée par une société suisse indépendante. Sur le papier, Melnychenko avait disparu, mais sa présence ne s'est jamais estompée. Des rapports ont fait état de communications cryptées entre le yacht et une ferme de serveurs privés au Kazakhstan. Une équipe de sécurité mobile, composée d'anciens militaires contractuels, a été aperçue embarquant en Turquie sous couvert d'une dérogation diplomatique. Quelqu'un dirigeait encore les opérations, il y avait encore quelqu'un à bord, et pourtant, personne n'a pu prouver que c'était bien lui, car Melnychenko avait disparu à la vue de tous. Aucune vidéo de l'aéroport, aucune entrée aux frontières, aucun mouvement financier lié à son nom. Les services de renseignement pensaient qu'il effectuait des allers-retours entre les Émirats arabes unis, la Russie et l'Asie du Sud-Est. Toujours une longueur d'avance, toujours protégé par des nations prêtes à ignorer les mandats d'arrêt occidentaux. Mais ce n'était pas là le plus effrayant. Le plus effrayant, c'est que tout fonctionnait encore. Ces entreprises ne se sont pas effondrées. Ces exportations de charbon ont bondi. La production d'engrais a augmenté. Et grâce à un réseau de vendeurs tiers et de sociétés écrans, les profits ont continué à affluer sans être touchés. Melnychenko n'a pas disparu pour survivre. Il a disparu pour continuer à opérer sans interférence. Et tandis que les gouvernements débattaient de la manière de resserrer le filet, une chose est devenue claire. Impossible d'attraper un homme qui a effacé sa localisation, la piste de la richesse et l'identité publique, et remplacer-les tous par des systèmes cryptés conçus pour résister à l'autorité souveraine. Mais même le vaisseau fantôme de Melnychenko ne pouvait rivaliser avec ce qui allait suivre, car l'oligarque suivant ne disparut pas. Il était là bien en vue, et a chiffré son empire de l'intérieur avec de l'acier, du silence et une chaîne d'approvisionnement que le Kremlin n'ose pas interrompre. Vladimir Lysine. Il ne fait pas la une des journaux, il ne court pas après la publicité, mais derrière le rideau de l'industrie russe, Vladimir Lysine contrôle les artères de l'État. En tant que président et actionnaire majoritaire de longue date de Novolipetsk Steel, NLMK, l'un des 4 plus grands producteurs d'acier de Russie, Lysine contrôle le matériau même qui construit les villes, les armes et les machines de guerre. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre moitié, il contrôle le réseau de fret qui les transporte. Grâce à UTLCERA, Freight One et d'autres entreprises logistiques, Lysine a discrètement pris le contrôle des chemins de fer et des lignes maritimes qui font vivre l'économie et la chaîne d'approvisionnement militaire russe. Et tandis que d'autres bâtissaient des empires à ciel ouvert, Lysine a creusé profondément, s'intégrant au cœur de l'infrastructure de l'État. Ce qui a rendu ce qui s'est passé en 2022 encore plus extraordinaire. Lorsque les sanctions occidentales ont commencé à cibler les oligarques proches du Kremlin, la plupart d'entre eux se sont démenés. Lysine, cependant, s'était déjà isolé. Non pas en se cachant, mais en décentralisant. Plusieurs mois avant l'entrée en vigueur des sanctions, une vague de restructurations financières a eu lieu. Des entreprises ont été discrètement restructurées sous le nom de sociétés fantômes numériques à Singapour, aux Émirats arabes unis et à Hong Kong. La propriété des actifs a été fragmentée entre des sociétés holding à plusieurs niveaux, chacune enregistrée dans des juridictions sans loi de divulgation et avec des accords d'application limités. Mais ce n'était que la première phase. La deuxième phase a débuté dans un bâtiment privé en périphérie de Lipetsk, un établissement que les initiés appellent que simplement le noyau. De l'extérieur, il ressemblait à un simple QG logistique. Mais à l'intérieur, le système était équipé d'un cryptage de niveau militaire, d'une cage de Faraday et de sous-traitants privés armés, dont beaucoup avaient fait partie des forces spéciales russes. Il était interdit au personnel d'apporter des appareils personnels. Les communications se faisaient via des terminaux isolés, les ordinateurs n'étaient connectés à aucun réseau externe. Chaque fichier était chiffré manuellement, stocké sur des disques durs isolés et verrouillés derrière des coffres biométriques. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une question de protocole.
Un ancien entrepreneur affirmait que les protocoles de sécurité de l'usine étaient plus stricts que ceux des ministères de la Défense. Et tandis que les sanctions visaient les yachts et les demeures londoniennes, l'empire de Lysine continuait de fonctionner. Invisiblement, les expéditions d'acier continuaient d'affluer, le fret continuait d'affluer, et à chaque flambée des prix mondiaux, ses revenus offshore explosaient discrètement. Ce qui le rendait intouchable, ce n'était pas sa résistance au Kremlin, mais plutôt son indispensable soutien. Il savait que la Russie pouvait survivre à la perte d'un milliardaire, mais pas à la perte de son infrastructure logistique. Alors que d'autres jouaient au déni ou à la défiance, Lysine construisait un labyrinthe financier infranchissable et un silence numérique inviolable. Mais pour le suivant sur la liste, le silence n'était jamais une option. Parce qu'il ne se cachait pas de Poutine, il essayait de lui survivre. Il avait goûté à l'exil, survécu au poison, vu 10 milliards de dollars disparaître en quelques jours. Et pourtant, il revenait toujours plus fort. 7. Roman Abramovich. Il était l'oligarque que l'Occident a adopté, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Roman Abramovich n'était pas seulement riche, il était visible. Le milliardaire mondial, le négociateur jet-set, le visage raffiné du capitalisme post-soviétique. Des oléoducs au football de Premier League, Abramovich a transformé sa fortune en influence mondiale. Son acquisition du Chelsea FC fit de lui une figure emblématique à Londres. Ses yachts devinrent des symboles de l'excès. Ses fêtes attiraient célébrités et hommes politiques. Mais tout cela s'est évanoui dès qu'il a tenté ce qu'aucun autre oligarque n'osait faire: rompre la paix entre l'Ukraine et la Russie. Début 2022, Abramovich s'est imposé comme médiateur officieux. Navette discrète entre Kiev, Moscou et Istanbul, c'était audacieux, c'était inattendu. Et cela a failli le tuer. Au cours d'une série de négociations, Abramovich a été empoisonné. Un coup ciblé et précis. Pas mortel, mais suffisamment efficace pour envoyer un message. Ça a fonctionné. Ce moment a marqué la fin de sa vie publique. Les yachts ont été déplacés. Les demeures londoniennes ont été vendues. Son nom a été rayé des conseils d'administration des entreprises. Et Roman Abramovich, autrefois l'oligarque le plus en vue au monde, est devenu volontairement l'ombre de lui-même. Il a traversé l'exil tel un fantôme. Un jet privé a été repéré à Tel Aviv, puis Istanbul, puis Moscou. Mais personne n'a pu confirmer sa présence. D'anciens associés ont déclaré qu'il voyageait désormais avec un cercle restreint d'agents de renseignement privés. Les appareils sont démontés avant les réunions, les conversations sont entrecoupées de contre-surveillance. Et chaque mouvement est préapprouvé par une équipe tournante de cabinets juridiques offshore. Mais sa paranoïa n'était pas sans fondement. Elle était méritée. Après que les sanctions l'ont privé d'environ 10 milliards de dollars, Abramovich n'a pas seulement perdu des actifs. Il a perdu des protections. De vieilles alliances se sont effilochées. La couverture politique s'est amenuisée. Et pour la première fois depuis des décennies, Abramovich était vulnérable. Pourtant, il ne s'est pas effondré, il s'est adapté. Il a transféré ses principaux actifs via une série de fiducies et de mandataires étrangers, utilisant ses nationalités israéliennes et portugaises pour maintenir un réseau d'accès mondial. Les actifs en fiducie ont été transférés à des partenaires commerciaux. Les profits étaient acheminés vers des entités non sanctionnées. Il ne s'agissait pas de récupérer des richesses, mais de préserver l'autonomie. Aux yeux de beaucoup, Abramovich était devenu un personnage rare, un oligarque non contrôlé par le Kremlin et non protégé par l'Occident. Il existait dans l'espace intermédiaire, observé par les deux, ni l'un ni l'autre ne lui faisait confiance. Et pourtant, il est resté debout. Aucune arrestation, aucun lieu confirmé, pas de coffres offshore gelés. Juste des rumeurs, des murmures et une faible signature dans l'éther financier. Car pour Abramovich, la survie n'était pas une question de contrôle. Il s'agissait de disparaître tout en conservant un levier intact. Mais l'homme qui est arrivé ensuite n'a pas disparu. Il a construit un écran de fumée à plusieurs milliards de dollars et a mis l'Occident au défi de découvrir la vérité. L'oligarque suivant n'a pas seulement protégé sa fortune, il l'a enfouie sous des couches de gazoducs, de sociétés écrans et de commanditaires silencieux. Sur l'échiquier énergétique mondial, Leonid Mikhelson n'a pas joué pour gagner, il jouait pour disparaître. En tant que PDG et principal actionnaire de Novotech, deuxième producteur de gaz naturel de Russie, Mikhelson contrôlait les pipelines qui s'étendaient du cercle polaire arctique à l'Europe occidentale. Il ne se contentait pas de fournir du gaz,
Il a joué avec la géopolitique, les sanctions et la diplomatie silencieuse. Lorsque la guerre en Ukraine a redessiné la carte du monde, le nom de Michelson est apparu très tôt sur la liste des sanctions. Des milliards de dollars d'actifs offshore ont été gelés. Les ports européens ont refusé ces cargaisons de GNL. Mais contrairement à d'autres qui ont riposté, Michelson est resté dans l'ombre, car son véritable empire ne se trouvait pas à Moscou. L'entreprise était enterrée dans le Golfe, en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. Bien avant l'entrée en vigueur des sanctions occidentales, Michelson avait déjà restructuré les filiales internationales de Novotek par le biais d'une chaîne de sociétés écrans opaques, principalement enregistrées à Dubaï, à Oman et à Singapour. Les actifs semblaient avoir été répartis. Mais en réalité, ils étaient toujours sous son contrôle, simplement sous 6 degrés de séparation légale. La notion de propriété était devenue floue. Son nom n'apparaissait jamais sur les papiers, pas directement. Au lieu de cela, une série de personnes désignées silencieusement ont signé les formulaires. Les profits ont continué d'affluer dans des fonds fiduciaires qu'aucun enquêteur n'a pu percer. Mais il ne s'agissait pas seulement de survie financière. Michelson est allé plus loin en créant une force de sécurité privée sans équivalent dans le secteur énergétique russe. Pas des gardes du corps, des agents, des vétérans des unités Spetsnaz. Formé à la contre-surveillance et au combat urbain, il ne se contentait pas de le protéger. Il contrôlait l'accès à son monde intérieur. Les complexes privés étaient équipés de coffres biométriques, de brouilleurs électromagnétiques et de brouilleurs de signaux à spectre complet. Au sein de Novotek, une division cybernétique a été discrètement créée, composée d'anciens ingénieurs du gouvernement et de spécialistes en cybersécurité. Leur mission ? Effacer les traces numériques, surveiller les fuites, contrer les infiltrations. Un analyste occidental a qualifié le réseau interne de Michelson de forteresse d'entreprise la plus protégée juridiquement et la plus cryptée numériquement de Russie. Même après les sanctions, les projets mondiaux de Novotek en matière d'expansion du GNL n'ont jamais complètement cessé. En fait, les contrats se sont poursuivis, notamment par le biais de co-entreprises fantômes en Chine et en Inde, sous des noms sans rapport. L'énergie circulait toujours, les revenus continuèrent de s'accumuler. Sauf que personne ne pouvait désormais voir où ils atterrissaient. La plus grande force de Michelson n'était pas la force, c'était le silence. Pas d'interview, pas de confrontation, pas de théâtre politique. Il a tout simplement disparu du récit, tout en continuant d'opérer en coulisses. Mais l'homme qui est arrivé ensuite ne s'est pas caché derrière des avocats ou des proxys cryptés. Il a simulé quelque chose d'encore plus grand. Il a mis en scène sa propre chute. Alors que les gros titres le présentaient comme un milliardaire autorisé en faillite, il acquérait discrètement des actifs par le biais d'un réseau de mandataires et reconstruisait des empires offshore déguisés en faillite. L'oligarque suivant est passé maître dans l'art de tromper le public et a fait croire au monde qu'il avait perdu. Piatti Alexei Mordachov. Il n'a pas disparu. Alexei Mordachov n'a jamais été l'oligarque le plus bruyant, mais derrière les murs du conseil d'administration de Sevastal, l'un des plus grands conglomérats sidérurgiques et miniers de Russie, il opérait tel un maître illusionniste. Lorsque les sanctions occidentales ont frappé, le monde a cru qu'il était coincé, comptes bancaires gelés, actions bloquées, actifs de luxe mis sur liste noire. Mais la vérité était plus sombre. Mordachov n'a pas perdu son empire, il a simulé son effondrement. Quelques jours après l'annonce des premières sanctions, les documents de propriété ont commencé à évoluer. Les documents publics ont fait état de désinvestissement. Les gros titres ont fait état de pertes. On aurait dit qu'il saignait, mais en coulisses, Mordachov transférait le pouvoir sans le céder. Ses fils, cousins et partenaires commerciaux de longue date apparurent soudain comme actionnaires majoritaires. Des sociétés nouvellement constituées à Chypre, au Liechtenstein et aux îles Caïmans ont pris le contrôle des entités satellites de Sevastal. Les actifs ont été vendus à perte pour être rachetés sous d'autres noms par le biais de fusions offshore. Un initié a qualifié cette situation de véritable judo d'entreprise. Il n'a pas résisté au coup, il a profité de l'élan pour détourner l'attention. Lorsque l'Occident a compris ce qui s'était passé, Mordachov avait reconstitué sa fortune à l'étranger en moins de 90 jours. Propre, protégé et juridiquement intouchable. L'UE avait approuvé un nom, mais le vrai Mordachov n'en avait plus. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a coupé les ponts avec la plupart de ses associés connus. Ses déplacements étaient introuvables. Des avions étaient affrétés par des sociétés écrans jetables. Les balises des yachts étaient éteintes en plein voyage. Il refusait tout contact avec les institutions européennes tout en augmentant discrètement ses participations dans des projets énergétiques en Asie et au Moyen-Orient. Sa richesse devint abstraite, invisible, mais en expansion. Et pourtant, l'illusion persistait. Les journalistes parlèrent d'un oligarque déchu.
les économistes ont constaté le déclin de Sevastal. Mais ce n'était qu'un jeu, une diversion. Pendant ce temps, à Dubaï, des initiés observaient les hommes de Mordachov acquérir des biens immobiliers, des licences d'infrastructures et des entreprises énergétiques de taille moyenne, sans la moindre trace permettant de le relier à lui. C'était un tour de passe-passe financier à l'échelle d'1 milliard de dollars. Pourtant, Mordachov ne l'a jamais affiché. Il a préservé l'illusion. Car pour lui, l'illusion était le nouveau pouvoir. Mais l'oligarque suivant ne croyait pas aux illusions, il croyait à l'intimidation. Tandis que Mordachov esquivait les radars et les dédales juridiques, l'homme suivant a instrumentalisé son nom et a défié Poutine de l'effacer. Il n'a pas dissimulé son empire, il l'a fusionné avec le Kremlin lui-même. Car l'oligarque suivant n'était pas seulement proche de Poutine, on l'appelait le Dark Vador russe pour une bonne raison, de Chetver à Igor Sechin. Il n'était pas un milliardaire comme les autres, il était l'homme de main de Poutine en costume. En tant que PDG de Rosneft, le géant pétrolier contrôlé par l'État russe, Igor Sechin occupait l'un des postes les plus sensibles du pays. Mais il ne s'agissait pas de pétrole brut ou d'oléoduc. Il s'agissait d'influence, de secrets et de l'autorité brute d'un homme dont la parole pouvait faire sombrer les marchés et réduire les gouvernements au silence. Sechin n'agissait pas comme un oligarque, il agissait comme un chef de guerre. Contrairement à ses collègues qui jouaient la diplomatie ou se cachaient derrière des façades juridiques, Sechin s'entourait d'anciens agents du FSB et du GRU, se constituant un cercle restreint d'agents de contre-espionnage expérimentés. Son conseil d'administration n'était pas un centre financier. C'était une forteresse. Chaque visiteur était contrôlé, chaque appel téléphonique était tracé, chaque réunion est cryptée. Il n'avait besoin ni de gros titres, ni d'influence à l'étranger. Il était la tempête au Kremlin. Les contrats internationaux de Rosneft ont été obtenus non seulement grâce à de l'argent, mais aussi grâce à des secrets. Des accords secrets au Venezuela, des expéditions secrètes vers des États voyous, des positions stratégiques en Allemagne et en Inde. Chaque transaction avait un poids, et chaque dossier était verrouillé. Seul Sechin le contrôlait. On ne le craignait pas pour sa richesse. On le craignait pour ce qu'il savait. Son nom apparaissait rarement dans les médias, sauf en cas de nécessité. Et quand cela arrivait, ce n'était pas un hasard. Les enquêteurs qui enquêtaient trop en profondeur se retrouvaient souvent réaffectés, discrédités ou réduits au silence, discrètement, de façon permanente. Pourtant, Sechin n'était pas intouchable. Lorsque la guerre en Ukraine a déclenché des sanctions, il est devenu un handicap. Même pour Poutine, ses avoirs à l'étranger ont été dévoilés, son yacht, l'Amore Vero, a été saisi en France. Pour la première fois, le seigneur de guerre était sur la défensive. Mais Sechin ne s'enfuit pas, il ne se cacha pas. Il a activé le réseau. Les actifs de Rosneft ont été rapidement redirigés vers des intermédiaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Les opérations se sont poursuivies sans interruption, échappant au radar des sanctions comme un flux sanguin vers le marché noir. Sechin lui-même s'est retiré de la scène publique mais pas du pouvoir. Il a consolidé, il a centralisé, il tirait les ficelles au plus profond du Kremlin, il devenait encore plus dangereux, car Sechin se trouvait désormais acculé. Et un chef de guerre acculé ne négocie pas. Pourtant, même lui savait que son influence avait des limites. Son empire était vaste, mais il dépendait toujours d'un régime. Il opérait toujours à l'intérieur de ses frontières. Il s'inclinait toujours, subtilement, devant l'homme au sommet. Mais le prochain oligarque, il n'avait pas de frontières, pas de dépendance, pas de maître. Car l'homme qui est devenu ensuite n'était pas seulement protégé par Poutine. Il fut élevé par lui, puis lâché à travers les continents. L'oligarque suivant n'opéra pas sous le régime. Il flotta au-dessus, épargné par les sanctions et indifférent à l'effondrement. Tandis que Sechin régnait de l'intérieur, un autre homme bâtit un empire à l'extérieur et se rendit intouchable. Troisièmement, Gennady Timchenko. Il n'a pas seulement survécu à la chute de l'Union soviétique, il a conçu le prochain empire. Alors que la plupart des oligarques se débattaient pour des miettes dans les années 1990, Gennady Timchenko a discrètement bâti le réseau énergétique mondial de la Russie. Grâce à Gunvor, sa société de négoce pétrolier basée en Suisse, il a créé un pipeline qui ne se contentait pas de transporter du brut, mais qui favorisait l'influence, la diplomatie et le silence. Sa véritable arme n'était pas le pétrole, mais sa clairvoyance. Timchenko avait vu la tempête arriver des années avant les premières sanctions. Bien avant la Crimée, bien avant l'Ukraine, il avait déjà enfoui sa fortune sous des couches si profondes que les enquêteurs internationaux avaient du mal à en trouver les miettes. Il n'avait pas besoin de fuir, il était déjà parti. Lorsque les États-Unis l'ont inscrit sur la liste noire en 2014, la plupart des milliardaires ont paniqué. Timchenko a haussé les épaules. Sa démission de Gunvor est intervenue la veille de la levée des sanctions. Coïncidence ? C'était une partie d'échecs.
Timchenko avait cédé des actions, transféré des actifs et remanié ses liens juridiques d'un seul coup calculés. Gunvor continuait ses transactions, sa fortune continuait de croître et l'Occident se retrouvait à courir après des ombres. Car s'ils ont gelé l'homme, ils n'ont jamais touché à la machine. Et la machine était mondiale. Les tentacules de Timchenko s'étendèrent jusqu'aux ports, aux voies maritimes et aux terminaux énergétiques. Si le pétrole traversait l'Eurasie, il avait une part. Si le gaz affluait en Europe, ses empreintes étaient à proximité. Mais ce n'était pas seulement une question d'affaires, c'était une question d'immunité. Il avait obtenu la double nationalité, des rapports le liaient à des passeports finlandais et arméniens et avait constitué des trusts offshore du Liechtenstein à Singapour. Maisons, jets, biens, tout était intouchable. Même lorsqu'il était nommé, rien ne s'arrêtait. Et c'était là tout le génie de l'opération. Tandis que d'autres oligarques s'efforcèrent de se restructurer après les sanctions, Timchenko avait déjà préparé son effondrement. Son nom pouvait être banni, ses entreprises signalées. Mais l'argent, le véritable argent, n'avait pas de visage, pas de pays, pas de frontières. C'était un homme qui a disparu sans disparaître, présent partout, responsable nulle part. Mais ce silence était sa méthode, pas son armure. Car dans l'ombre, les ennemis se multiplient. Les rivaux remettent en question la loyauté. Le Kremlin observe de près, et dans la politique oligarchique, survivre ne se résume pas à se cacher. Il s'agit de survivre à la purge. Timchenko a joué la carte du long terme. Mais l'homme suivant a choisi une voie différente. Il ne s'est pas caché dans des réseaux offshore ni dans des passeports secondaires. Il n'a pas disparu. Il s'est retranché, a reconstruit, et lorsque les sanctions sont arrivées, il les a affrontées de front, non pas par le silence, mais par la résistance. Car si Timchenko a fui devant le feu, l'oligarque suivant y est allé droit au but et a refusé de brûler. Deuxième, Vagit Alekperov. Il était le faiseur de roi du pétrole et le dernier homme à se dresser entre Poutine et le contrôle total de l'indépendance énergétique de la Russie. Vagit Alekperov, fondateur de Lukoil, n'était pas bruyant comme les autres. Il ne courait pas après les yachts, les clubs de football ou les tabloïds. Au contraire, il jouait avec brio, précis, silencieux et précis. À son apogée, Lukoil rivalisait avec les géants publics. L'entreprise était présente dans 30 pays. Raffineries, pétroliers, champs pétrolifères. Chaque goutte de pétrole qui n'échappait pas à l'emprise du Kremlin passait probablement par la sienne. Et c'est ce qui a fait la puissance d'Alekperov. Trop puissant. Mais lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le monde silencieux de l'oligarque a explosé. Les sanctions ont afflué. Les entreprises occidentales ont rompu leurs liens. Le cours de l'action Lukoil s'est effondré. La pression s'est accrue de toutes parts. Régulateurs internationaux, observateurs du Kremlin et rivaux internes. Puis, un événement inattendu s'est produit. Alekperov a démissionné. Aux yeux du public, cela ressemblait à une capitulation. Mais pour ceux qui comprenèrent le jeu, ce fut son échec et mat final. Il démissionna du conseil d'administration de Lukoil, abandonna publiquement le contrôle et disparut des gros titres. Mais en coulisses, rien n'a changé. Des nominations stratégiques ont été effectuées. D'anciens alliés ont occupé les sièges. Des accords fantômes lui ont permis de conserver son influence sur les décisions. Les pipelines de Lukoil n'ont pas cessé de fonctionner. Ses bénéfices ont rebondi. Et Alekperov n'a plus jamais été dans le collimateur. Il n'a pas fui à Dubaï ou en Suisse. Il est resté, mais pas comme cible. Même lorsque sa fortune personnelle de 4,5 milliards de dollars a été examinée de près, les enquêteurs n'ont retrouvé que des fragments. Son nom avait été effacé des principales holdings bien avant l'entrée en vigueur des sanctions. Ce fut un véritable exemple d'exil préventif. Un milliardaire parti sans quitter le pouvoir, abandonnant le pouvoir sans le perdre et gardant le contrôle sans faire de bruit. Alors que d'autres oligarques étaient noyés sous les gros titres, Alekperov était devenu un fantôme. Mais il ne se cachait pas seulement de l'Occident. Il survivait à Poutine. Parce que Poutine ne tolère pas la déloyauté, surtout dans le secteur énergétique, moteur de la Russie. Et l'indépendance de Lukoil avait toujours été une source de préoccupation discrète. Mais Alekperov avait passé des décennies à gagner la confiance du pays, à favoriser la stabilité et à éviter le chaos provoqué par d'autres oligarques. Il n'a pas combattu Poutine, il l'a contourné. Et pourtant, même Alekperov, malgré toutes ses manœuvres, n'a pas pu tout contrôler. Car l'homme suivant, le dernier, n'a pas seulement survécu aux sanctions ou est resté caché. Il a surpassé le Kremlin tout entier. Mais même parmi les milliardaires les plus riches et les plus insaisissables de Russie, un homme a transgressé toutes les règles et a réécrit la donne. Car ce qui est arrivé ensuite n'était pas seulement une richesse inaccessible, c'était un pouvoir qui dépassait Poutine. Dmitri Mazopin, l'oligarque russe que même Poutine ne peut contrôler.
Il n'a jamais eu besoin de faire la une des journaux, de poser avec des célébrités étrangères ou d'embellir sa vie avec les symboles typiques des excès russes. Il n'y avait pas de club de football britanniques à son nom, pas de villes flottantes déguisées en yachts et aucune tentative désespérée de s'attirer les faveurs de l'Occident. Contrairement à la plupart de ses confrères oligarques, dont la richesse s'est enlisée dans le spectacle et l'ego, son pouvoir s'est développé discrètement, délibérément, toujours à l'abri des regards du Kremlin. Ce n'était pas un homme obsédé par le fait d'être vu, c'était un homme obsédé par le fait de ne jamais être pris. Et bien avant que les sanctions ne s'abattent sur la classe milliardaire russe, Dmitri Mazopine avait déjà disparu, sur le papier, dans la pratique et à dessein. Alors que des oligarques comme Roman Abramovitch s'efforcèrent de restructurer leurs actifs après coup, l'empire de Mazopine était déjà enseveli sous un réseau d'entités offshore, de fonds de capital investissement et de trusts internationaux si complexes que même les régulateurs occidentaux se retrouvaient à traquer les ombres. Ses principales sociétés, Uralchem et Uralkali, contrôlaient discrètement d'importantes parts de l'approvisionnement mondial en engrais. Dans un monde déstabilisé par la guerre, les pénuries d'énergie et l'inflation, peu de matières premières se sont révélées plus vitales géopolitiquement que les produits chimiques fournis par ces entreprises. Ainsi, tandis que l'Europe tentait d'isoler la Russie et que les États-Unis s'efforçaient d'étouffer son influence industrielle, Dmitri Mazopine est devenu le paradoxe qu'aucun décideur politique ne pouvait se permettre d'ignorer. Un oligarque russe, dont les sanctions ne pouvaient être appliquées sans risquer des pénuries alimentaires dans les pays en développement, des pics d'inflation dans les grandes puissances agricoles et une déstabilisation dans des régions éloignées de la zone de conflit. Son silence n'était pas une faiblesse, mais un moyen de pression. Et cela a fonctionné. Mazopin avait anticipé la tempête avant même que les nuages ne se forment. La propriété de ces holdings avait été redistribuée discrètement dans les années précédant l'invasion de l'Ukraine. Le contrôle juridique était passé par des fiducies familiales dont le siège était au Liechtenstein et dont le conseil d'administration était basé aux Émirats arabes unis. Les noms des administrateurs changeaient tous les trimestres. Ces participations personnelles dans les entreprises n'ont jamais été retrouvées au-delà de la surface. Et lorsque les organismes de surveillance internationaux ont tenté de suivre la trace de l'argent, ils n'ont trouvé aucun yacht, aucune collection d'art, ni aucune propriété de luxe à son nom. Que des vides, des pistes figées et des pare-feux juridiques impossibles à franchir. Ce qui distinguait véritablement Mazopin, cependant, ne résidait pas seulement dans la sophistication de sa protection d'actifs, mais dans la nature de son positionnement stratégique. Ces entreprises, bien que basées en Russie, étaient essentielles à la chaîne d'approvisionnement mondiale, et leur pérennité dépendait de la coopération de plusieurs gouvernements hors de portée de Moscou. Mazopin avait discrètement développé des canaux d'exportation via le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Biélorussie. Et lorsque les ports européens ont fermé au commerce russe, ces routes se sont développées sans heurts, à travers l'Asie, le Moyen-Orient et même certains pays membres de l'UE, fonctionnant grâce à des échappatoires et des exemptions détournées. En coulisses, Mazopin s'était préparé à l'isolement en devenant irremplaçable. Ces exportations d'engrais n'étaient pas seulement un produit russe, elles constituaient une bouée de sauvetage pour des dizaines de pays importateurs de denrées alimentaires dont les économies s'effondreraient sans elles. Et cette réalité lui a conféré ce qu'aucun autre oligarque, pas même parmi les plus proches de Poutine, n'a jamais obtenu, l'immunité. Alors que le Kremlin resserrait son emprise sur les industries et muselait les dissidents sous prétexte de loyauté en temps de guerre, Mazopin ne fut jamais convoqué à des réunions de loyauté ni menacé d'audit. Selon des rapports internes divulgués ultérieurement par de hauts conseillers du Kremlin, son nom figurait dans ce qui était officieusement appelé le fichier d'exemption stratégique, une classification réservée aux personnes dont le renvoi nuirait plus aux ambitions géopolitiques du régime. En bref, Poutine ne pouvait pas le toucher sans toucher à l'architecture même qui soutenait la pertinence mondiale de la Russie. Pourtant, malgré cette latitude sans précédent, Mazopin n'a jamais exagéré. Il a volontairement démissionné du conseil d'administration de ses propres entreprises lorsque les tensions ont atteint leur paroxysme en 2022, prétextant ainsi éviter de nuire à ses entreprises. En réalité, il s'agissait d'un repli tactique destiné à donner l'illusion d'une conformité, tout en s'assurant que les véritables leviers du pouvoir restent fermement dans son orbite. Ses remplaçants étaient des alliés de longue date, soigneusement sélectionnés pour leur immunité juridique et leur loyauté personnelle. Les prises de décision n'ont jamais changé. Seules les signatures ont changé. Contrairement à d'autres oligarques qui se sont cachés en exil ou ont tenté timidement de se refaire une image dans les médias occidentaux, Mazopin est resté largement introuvable.
Ses déplacements étaient irréguliers. Il alternait entre les pays en empruntant des couloirs diplomatiques construits grâce à des accords privés avec les gouvernements d'Asie centrale. Lorsqu'il prenait l'avion, ce n'était jamais à son nom. Ses passeports étaient gérés par des sociétés tierces. Sa sécurité était confiée à des groupes de protection internationaux sans aucun lien avec les réseaux de renseignement russes. Rien ne le liait, ni résidence, ni titre de société, ni réseau visible. Puis vint la révélation qui confirma ce que les initiés soupçonnaient depuis longtemps. Début 2023, des documents commerciaux découverts au Kazakhstan révélaient l'existence d'une nouvelle entreprise de logistique liée aux acheminements d'engrais de Mazopin. Sauf que cette fois, les contrats avaient été structurés avec des ministères du commerce indien, chinois et même des entreprises intermédiaires de l'Union européenne, suggérant une action discrète et coordonnée visant à détourner les exportations russes vers des pays non russes. Ces documents révélaient un plan plus profond que l'autopréservation économique. Ils révélaient un plan délibéré. Mazopin construisait une infrastructure indépendante du Kremlin, tandis que le reste de l'oligarque s'accrochait à Moscou, cherchant à prouver sa loyauté ou à négocier un pardon. Mazopin se préparait à l'après-Poutine. Il ne pariait pas sur un changement de régime et il ne cherchait pas non plus à le provoquer. Il comprenait simplement le cours de l'histoire et se positionnait au-dessus. Lorsque les analystes ont mesuré l'ampleur de sa réorganisation, c'était clair. Mazopin avait non seulement échappé à l'emprise de Poutine, mais il avait bâti un empire qu'aucun dirigeant ne pouvait à lui seul briser, conquérir, ni même complètement dominer. En fin de compte, son pouvoir ne venait pas de sa proximité avec le Kremlin mais de son absence. Dmitri Mazopin n'était pas l'homme le plus riche de Russie. Il n'était ni le plus bruyant, ni le plus célèbre, ni le plus craint. Mais dans un pays où les oligarques s'élèvent et s'effondrent au gré d'un seul homme, il reste le seul à avoir prouvé qu'il était possible de déjouer le système tout entier, silencieusement, chirurgicalement et avec un effet durable. Car lorsque Poutine a regardé autour de lui pour compter ceux qui étaient encore sous son contrôle, la chaise de Mazopin était déjà vide.